Bon, vous voulez peut-être croiser le fer tout de suite, Claudie Le Breton, avec Philippe Bagnères? Non, je ne vais pas creuser le fer parce que moi-même, je m'applique la loi anti-cumul. Je suis président du Conseil général des Côtes-d'Armor, c'est tout. Et vous êtes donc le dindon de la farce, non, entre guillemets, décrit par Je trouve que pour assumer la responsabilité d'un exécutif, d'une grande mairie, d'un département, d'une région, de plus en plus, tellement les choses sont complexes, que nous avons besoin d'être à plein temps. Alors c'est donc désormais chose faite. La France a ratifié la semaine dernière le traité budgétaire européen et s'est ainsi officiellement engagée à ne pas dépasser un déficit structurel d'environ 0,5% du PIB. Le FMI pourtant nous met en garde cette semaine par la voix de Christine Lagarde. Le Fonds monétaire international estime que la France n'atteindra pas ses objectifs de déficit public en 2012 et 2013. Et voici que l'Europe s'y met aussi aujourd'hui dans le Figaro, appelant la France à plus de rigueur. Alors le déficit de l'État et sa dette qui s'accumulent sont ainsi tous les jours à la une de la presse. Et faut-il rappeler, cela dit, que ce déficit public n'est pas une seule notion abstraite qui ne concernerait que l'État, E majuscule, mais aussi au fond le sujet qui concerne la sécurité sociale et les collectivités locales, écrirons-nous aujourd'hui en lettres majuscules. Et oui, quel est aujourd'hui l'état des finances locales à l'heure où le gouvernement envisage un nouvel acte, l'acte 3 de la décentralisation, et au moment aussi où en cette rentrée, on a vu fleurir ça et là dans la presse et des livres nombreux sur, comme celui de René Lauzière, l'État doit se mettre au régime, il faut gaspiller moins pour dépenser mieux. Alors nous verrons avec vous, Claudie Le Breton, donc au fond, ce que veut dire rationalisation des compétences et des dépenses, les suppressions ou non du conseiller territorial, la question de l'autonomie pour les collectivités et notamment la fameuse autonomie financière. Nous verrons les enjeux avec vous de ces réformes à venir et puis aussi essayer de décrypter tout de même la crise actuelle. Et nous le ferons avec un des spécialistes de cette question, Laurent Davzy, bonjour. Bonjour. Vous publiez dans 2 jours aux éditions du Seuil à La République des idées, la crise qui vient, la nouvelle fracture territoriale. Nous allons écouter d'abord Claudie Le Breton et pour voir au fond si Claudie Le Breton correspond à vos travaux pratiques, ce que vous avez inspecté, puisque vous dites effectivement, et c'est de vous que je tire cette idée, qu'au fond, oui, cette notion de dette, cette notion de crise, il faut l'incarner, et elle s'incarne évidemment notamment au plus fort niveau dans la question des collectivités territoriales, dont on ne parle, nous, au fond, jamais assez. Mais alors, Claudie Le Breton, vous représentez les départements français, et je le rappelle donc président du Conseil général des Côtes-d'Armor, et dans une interview accordée aux Échos il y a 1 an, vous prédisiez que l'année 2012 serait la pire de toutes pour les budgets des départements. On arrive quasiment au bout. Prévoyez-vous la même chose en pire pour 2013 ? La situation des départements est extrêmement difficile, tout simplement parce que leurs compétences sont surtout les politiques de cohésion sociale. C'est-à-dire de financer dans notre pays tout ce qui relève des solidarités entre les générations, pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les familles en difficulté. Et aujourd'hui, tout cela, ça pèse 14 milliards d'euros dispensés chaque année pour l'ensemble des départements de France, et la compensation de l'État n'est qu'à hauteur de 7 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il y a là une impasse financière, puisque les départements assument pour le compte de l'État ces politiques de cohésion sociale. Donc c'est vous dire quelque part, sur la totalité du budget des départements, 73 milliards d'euros dans notre pays, vous pouvez comprendre que c'est 10% de moins, c'est extrêmement difficile au titre des solidarités territoriales. Et pourquoi n'y a-t-il pas cette compensation ? On sait que c'est une réclamation constante de la part des élus locaux, y compris les communistes de la ville de Paris, qui demandent à l'État de donner ce que l'État doit pour les transferts aux collectivités territoriales. Si je prends un exemple, l'allocation personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées et retraitées, l'objectif était du financement à 50%. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 30% de compensation de l'État. Ça veut dire que depuis une dizaine d'années, l'État s'est totalement désengagé et a fait assumer cette charge sur les départements. Il y a une contradiction dans ce que le citoyen peut entendre. D'un côté, le rapport d'Auzière, par exemple, qui dit que les collectivités locales dépensent trop. Et voilà que dans votre entrée en matière, vous nous expliquez que vous ne dépensez pas assez. Et que c'est la faute de l'État. Et qu'il faudrait dépenser plus. Alors, c'est trop, c'est plus. C'est très compliqué à comprendre et à faire la synthèse. Alors on a 1 heure pour essayer d'arriver à démêler tout ça. Claudie Le Breton. Écoutez, c'est une bonne opportunité pour faire de la pédagogie sur un sujet difficile. Aujourd'hui, le budget de la nation, c'est 380 milliards. Le budget des collectivités, c'est 222 milliards.
Aujourd'hui, les collectivités n'ont pas le droit à avoir des budgets en déséquilibre. C'est-à-dire que la règle d'or dont on parle tant pour l'État, elle s'applique pour les collectivités. Et on s'aperçoit que l'endettement des collectivités depuis 1982, par rapport à l'endettement du pays, n'a jamais varié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la bonne gestion financière est du côté des collectivités territoriales, des élus et de leurs administrations. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut complètement intégrer. Et aujourd'hui, toutes les compétences qui ont été transférées aux collectivités territoriales sont mieux assumées et mieux gérées par les collectivités. Et c'est pas simplement pour la France, c'est dans tous les pays d'Europe et dans tous les pays du monde où on est allé vers de plus en plus de responsabilités à l'endroit des collectivités parce que il y a une véritable efficacité de l'action publique. Ouais, mais comment allez-vous continuer éventuellement à prôner cette efficacité de l'action publique, cette bonne gestion des collectivités territoriales, quand on sait que l'État et donc ces collectivités doivent se mettre au régime, notamment sur la question de l'emploi public. Laurent Davy parle dans son livre de ce qu'au fond l'emploi public dans certaines régions a permis effectivement à fond d'assurer quelques ressources, mais que son inflation aujourd'hui doit être par ordre, par doctrine maîtrisée. Alors comment allez-vous faire pour continuer sur un élan dont on vous dit qu'il faut rogner dessus ? Il faut dire une chose extrêmement importante, c'est que le service public, c'est aussi quelque part des acteurs qui participent de la cohésion sociale. Comment on tient le pays aujourd'hui en période de crise ? Sinon par tous ces emplois publics qui permettent, que ce soit pour le social, pour l'économie, pour l'éducation, pour les transports, d'être extrêmement présents sur nos territoires. Et puis on parlait des départements tout à l'heure. À travers les allocations, dans l'économie sociale et solidaire, d'une économie non délocalisable, par des services d'accompagnement des familles et des personnes âgées, c'est 1 200 000 emplois dans notre pays. Est-ce qu'il faut estimer que cet investissement public est de trop dans l'économie donc vous direz qu'il faut favoriser la production et l'initiative privée. Non, mais je pense qu'il faut... Pour la bonne santé... il faut tenir tous les bouts. Des départements et des régions. On sait qu'aujourd'hui, la croissance doit reposer sur 3 piliers essentiels. L'investissement des entreprises, les investissements publics dans notre pays qui représentent 45 milliards d'euros qui sont mobilisés par les collectivités, c'est plus de 70% des investissements publics, et l'investissement des ménages. Donc je crois que c'est dans un rapport équilibré où il faut là, maintenir l'emploi, et je rappelle que les collectivités territoriales investissent dans les entreprises. Parler des très petites entreprises, l'artisanat, le commerce, les services, bien souvent, c'est l'investissement des collectivités territoriales. Je reviens sur ma question. Vous dites nous sommes vertueux. Nous dépensons bien, nous dépensons mieux que l'État, nous ne faisons pas de déficit. Vous l'avez lu, le rapport de votre collègue Dosière, même parti que vous, il est socialiste ou apparenté. Bon. Et il s'est fait remonter les bretelles par et il explique que les dépenses des collectivités locales flambent. Il utilise le mot flambe en matière d'investissement et de personnel. Alors ça c'est... On va parler de cela, puis ensuite on va parler des gaspillages éventuels, on parlera du millefeuille aussi, de cette multitude présumée des tâches de collectivité locale. Mais d'abord, ce constat, puisque ce n'est pas une accusation, puisqu'il est dans le même camp que vous, il dit que vous flambez. Claudie Le Breton. J'ai lu son dossier. Je ne veux pas opposer les collectivités territoriales les unes aux autres. Convenons que dans son livre, il parle beaucoup du bloc local, c'est-à-dire des communes et des intercommunalités, peu des départements et des régions. Je crois il faut aussi faire la part des choses sur ce sujet. Mais ce qui est assez terrible dans vos propos, c'est que finalement, on est en train de montrer du doigt le meilleur élève de la classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en matière de gestion des dépenses publiques, ce sont plutôt les collectivités territoriales qui sont les bons gestionnaires. Et puis, dernier élément, oui, nous avons des efforts à faire. Il faut rationaliser, mutualiser, il faut retrouver effectivement un certain nombre d'économies sur les budgets de nos collectivités territoriales. Il y a aujourd'hui, en matière d'équipement public, on le voit, je pense que la France a un bon niveau d'équipement public, d'écoles, de collèges, d'équipements sportifs et culturels, mais je crois aussi... appuyons-nous plutôt du côté des collectivités territoriales pour, quelque part, développer nos territoires. Et on parlera tout à l'heure avec Laurent Davy. On sait très bien que dans certains territoires, notamment ruraux ou périurbains, la place des collectivités est extrêmement importante aux côtés de l'État et des entreprises. Alors, sauf que, évidemment, ça dépend de quel côté on se trouve quand il faut valider ou non, rendre hommage ou non à ce à quoi on investit. Hubert faisait référence effectivement à ce que notamment écrivait René Dosière. Ça flambe, il y a de la gabegie. Bon, alors on est allé chercher un exemple chez vous,
Claudie Le Breton. Christophe Payet a enquêté sur le 22, les Côtes d'Armor, et voilà qu'on vous reproche tout de même, vous aussi, vous n'y échappez pas, même si vous êtes un très bon élève, quelques exemples de gabegie, comme par exemple à l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor. Écoutez donc, vous le connaissez bien, Marc Le Fur, vice-président de l'Assemblée nationale, député UMP des Côtes d'Armor, qui vous reproche au fond que cet investissement dans un aéroport qui ne fait voyager qu'une seule personne ou presque est un des exemples de gabegie. Je vois que vous le prenez bien. Et Marc Le Fur au micro de Christophe Payet. Il y a à Saint-Brieuc un aéroport géré en particulier par le Conseil général, un aéroport qui nous coûte 600 000 € par an en fonctionnement, et un aéroport sur lequel ne se pose plus aucun avion, si vous voulez, puisqu'il n'y a aucune ligne régulière, pratiquement pas de ligne occasionnelle, donc ça coûte très cher, et c'est très surprenant. L'une des rares utilisatrices de cet aéroport, c'est Madame Bettencourt, quand elle vient dans sa propriété qui est dans notre département, mais c'est quand même un peu surprenant que des contribuables modestes payent les déplacements de Madame Bettencourt. Depuis 10 ans, alors il y a eu des lignes régulières qui ont été très largement subventionnées, mais qui avaient pratiquement pas de clients. D'abord des lignes vers Paris, alors qu'on a un TGV qui nous met à 3 heures, ce qui n'a évidemment aucun sens. Puis des lignes vers Jersey qui permettaient aux gens de Jersey, qui ont d'autres moyens que les habitants des Côtes d'Armor, de venir en Côtes d'Armor, et puis maintenant il n'y a plus du tout de ligne. Alors ils cherchent des solutions, vainement. Je crois qu'il faut surtout mettre un terme à cette gabegie et le faire le plus vite possible. Voilà, Marc Le Fur au micro de Christophe Payet. Claudie Le Breton. L'aéroport de Saint-Brieuc, c'est aujourd'hui 200 000 € sur un budget de 600 millions d'euros du département. Voilà la réalité de l'aéroport de Saint-Brieuc, avec une entreprise qui entretient des ATR et qui représente 30 salariés, qui malheureusement est partie sur Toulouse, mais j'ai une autre entreprise à peu près de 40 salariés sur l'entretien des avions qui va venir s'installer sur cette plateforme. Et puis, il faut dire que la malchance d'une certaine côté, c'est que l'aéroport de Saint-Brieuc était déjà en construction quand François Mitterrand, élu président de la République, annonce l'arrivée du TGV en Bretagne pour l'année 1990. Oui, François Mitterrand s'était converti à la Bretagne, faut-il le rappeler. Voilà. Et à ce moment-là, à partir du moment où le TGV a mis Saint-Brieuc à moins de 3 heures de Paris, comme tous ces aéroports qui sont dans un rayon de 3 heures de la capitale, eh bien aujourd'hui, c'est vrai que l'aéroport n'a plus d'intérêt comme il en avait auparavant. Mais alors c'est du coup quelque chose dont vous dites qu'il aurait mieux valu ne pas le faire. Mais est-ce qu'il aurait fallu qu'il y ait, comme le demande Laurent Davzy ou René Lauzière, au fond, un contrôle plus transparent des finances et des actions locales, territoriales, régionales ou départementales, pour porter une contradiction, vous dire non, Claudie Le Breton, arrêtez donc cet aéroport. Mais Marc Moichet, vous imaginez, construire un aéroport dans les années 70-80, c'est 10 ans de procédure et de travaux. Au moment où le président de la République, François Mitterrand, est élu en 80, le chantier est lancé. Les crédits sont mobilisés. Comment revenir en arrière ? Il était pratiquement achevé. Et le TGV est arrivé 10 ans après. Aujourd'hui, on est en train de convertir cet aéroport à moindre coût de fonctionnement. Vous le voyez, 200 000 €. C'est un aéroport avec une plateforme industrielle, avec les avions d'affaires qui viennent pour les entreprises costarmoricaines. Donc, il a été ramené à sa juste mesure. 8h17, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Vous aviez déjà alerté l'opinion éclairée sur une réalité passée inaperçue, Laurent Davzy, dans un précédent essai paru également dans l'excellente collection La République des idées. Si l'on observe les évolutions en prenant pour cadre non plus la nation mais ses territoires, la création de richesses et les revenus sont désormais déconnectés. D'ailleurs, la somme des salaires versés par le service public et des prestations sociales en France est désormais supérieure à la somme des salaires versés par le secteur privé. Et ce, dans toutes nos régions, écriviez-vous. C'était dans La République et ses territoires en 2008. Alors, dans votre nouvel essai, La crise qui vient, vous mettez en garde les décideurs politiques. Si la crise de 2008-2009 a pu être amortie en France grâce à la progression de l'emploi public, à celle des prestations sociales et à l'effort consenti par les entreprises privées qui ont globalement maintenu l'emploi et les salaires malgré la dégradation de leurs marges, eh bien cette situation ne saurait perdurer. Oui, nos amortisseurs ont bien fonctionné, alors et malgré la crise, la France est l'un des rares pays d'Europe où le revenu disponible brut a augmenté de 2,2% entre 2008 et 2009. Mais relevez-vous, de manière inégale selon les régions. L'Ouest et le Sud, les grandes métropoles, ont bien protégé leurs habitants, mais le Nord-Est, le Limousin, en ont bavé. Et surtout, je vous cite, ce sont les territoires les moins productifs du pays qui ont enregistré les meilleures progressions en termes de revenus. Fin de citation. Or, ces largesses,
La crise de la dette publique ne nous les autorise plus. Les dépenses publiques en France l'an prochain vont dépasser les 56% du PIB, ce qui est très supérieur à la moyenne de la zone euro d'environ 25% d'après vos estimations. Elles ont atteint, ces dépenses publiques, un seuil qui ne saurait être dépassé et surtout, la croissance française ne peut plus reposer sur une consommation financée à crédit. Je vous cite, d'une façon ou d'une autre, nous allons assister à la rétractation de ce qui a été le principal mécanisme de réduction des inégalités territoriales dans le passé, les dépenses publiques et sociales. Fin de citation. Un cycle s'achève, dites-vous encore, celui où les régions productrices de richesses acceptaient volontiers de contribuer au maintien à flot de celles qui sont en déshérence. Du coup, certaines régions peuvent s'attendre à souffrir, celles qui dépendent le plus des dépenses publiques et sociales, et en particulier ces territoires non marchands dynamiques, comme vous les nommez, qui sont par exemple l'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon, le Poitou-Charentes ou la Bretagne, où sont établis 44% des chômeurs du pays et dont la population est fortement dépendante des pensions des retraités et de l'argent du tourisme. Alors, ce qui se passe en ce moment, pour parler de l'actualité, en Flandre belge, avec la victoire électorale des autonomistes, en Catalogne, avec le référendum d'autodétermination promis à l'Écosse, qui va avoir lieu, montre que les provinces riches sont de plus en plus tentées par le repli égoïste au détriment de l'intérêt collectif des vieilles nations. Tant que la direction de l'État appartenait à la droite et la gestion des régions à la gauche, on pouvait voir dans les remontrances envers les largesses des collectivités locales la recherche d'un bouc émissaire. Mais aujourd'hui que le gouvernement et les régions sont à l'unisson, il va bien falloir tailler dans les dépenses improductives, car celles-ci sont colossales, si l'on en croit le dernier livre du député de gauche, René Dosière. Nos 36 700 communes en particulier ont continué à embaucher à tour de bras, alors même qu'elles se déchargeaient d'une partie de leurs compétences auprès des communautés de communes, qui, elles aussi, ont beaucoup embauché. Alors certes, créer de nouveaux postes dans la fonction publique territoriale a été un moyen de faire face à la crise, comme l'explique très bien Laurent Davzy, mais l'addition est salée en termes d'impôts locaux et le temps est venu de créer plutôt des entreprises créatrices de valeur plutôt que de multiplier des agences de promotion de l'économie locale. On cite le cas de l'Auvergne qui compte 30 organismes publics voués à la promotion économique, mais où les entreprises privées ne se bousculent pas pour investir. La chronique de Brice Couturier à télécharger sur franceculture.fr. Réaction, commentaire, Laurent Davzy, Claudie Le Breton. Laurent Davzy. Très bon résumé du livre. Alors, une petite correction quand même, c'est les territoires les plus pénalisés par la crise de 2009 et qui le seront plus encore dans les années qui viennent, très probable, sont pas forcément les territoires non marchands dynamiques que vous avez cités. C'est plutôt les territoires productifs, industriels du nord-est de la France, et je dirais même aussi les anciens territoires industriels du nord-est de la France où l'industrialisation a frappé très très sévèrement et qui dépendent pour beaucoup de l'argent public et social. Et ceux-là, ils en ont déjà bavé en 2008. Ceux-là, ils en bavent certains d'entre eux en bavent depuis 30 ans, et ils en bavent, on atteint l'os, en fait, dans ces territoires-là. C'est ceux-là. Les territoires que j'appelais non marchands dynamiques, peut-être que je développerai tout à l'heure, parce que c'est peut-être pas tout à fait clair pour tout le monde, c'est-à-dire les territoires qui ont une très forte dimension résidentielle dans leur système économique, subissent un certain choc, mais un choc qui est très amorti. On y reviendra. Ce que vous notez, vous, pour essayer de comprendre, et en même temps votre livre est très clair, mais on ne pourra pas rentrer dans les détails, bien sûr, des chiffres. Bon, il y a deux choses que l'on peut retenir parmi notamment ce qu'a dit Brice. Il y a par exemple, bon, ça c'est pour la poésie de la formule, mais il y a une ligne Cherbourg-Genève, entre autres, et puis 4 France, dites-vous. Ouais. Oui, effectivement. Enfin, c'est très grossier, mais oui, mais bon, on dira lire le livre. Pour comprendre, effectivement, j'ai parlé de ces 4 France. On a 4 France qui se dessinent aujourd'hui. Il y en a une qui est la France dynamique, marchande, productive, qui s'est les métropoles reconvertie. Il y a les métropoles, pas que les métropoles. Il y a notamment en Bretagne, il y a des petits bassins d'emploi extrêmement... Vitré, par exemple, ça marche du feu de Dieu, Vitré. Il n'y a pas de chômage. Il y a toute l'Île-de-France. Il y a évidemment l'Île-de-France, il y a les métropoles. Il y a les 4 grandes villes françaises. Il y a Paris, Lyon, Marseille, Lille. Vous rajoutez évidemment Rennes, Nantes, Toulouse, Bordeaux. Donc c'est les grandes villes françaises. Ça, c'est la France. C'est 36% de la population française. En gros, ça, c'est la France qui est déjà dans le redressement productif. J'étais à Nantes la semaine dernière. Nantes crée de l'emploi industriel. Pour le dire trivialement, qui encaisse la crise.
qui encaisse bien. Il encaisse plutôt bien. Il n'y a pas eu de choc sur l'emploi. L'emploi n'a pas beaucoup progressé, mais il n'y a pas eu de choc sur l'emploi. Et puis vous avez une deuxième France, qui est une France qu'on vient d'évoquer, la France non marchande dynamique, qui a vécu merveilleusement bien depuis 20 ou 30 ans, avec effectivement le tourisme, les pensions de retraite, l'emploi public, et quand même des activités productives, pas forcément compétitives à l'échelle internationale. Vous avez le charpente métallique, travaux de carrosserie, nettoyage, blanchisserie industrielle, etc. Ça marchait très bien pour eux. Ça a été les territoires qui ont le mieux marché dans les 20 années passées. C'était le sujet de mon dernier bouquin. Et puis vous avez deux autres France qui représentent, elles, quelque chose comme 20% de la population française. Ce sont les régions qui sont les plus pénalisées. C'est justement au nord de cette ligne Cherbourg-Genève, à peu près intégralement, ça se trouve là. Ce sont les régions qui ont un genou à terre, qui sont toujours productives, mais qui ont vraiment souffert de la crise et qui déindustrialisent de façon chronique depuis une dizaine d'années. C'est la France marchande en difficulté. Marchande en difficulté. Et vous avez une France qui était marchande, c'est-à-dire qui était productive, industrielle, et qui est aujourd'hui devenue une France non marchande, parce qu'elle dépend finalement de l'aide sociale, pour l'essentiel. Et votre livre porte sur cette question de cette crise qui vient, c'est-à-dire qu'elles vont mettre le deuxième genou à terre. C'est ce qui a été dit à l'instant, effectivement. En 2009, les amortisseurs ont quand même bien fonctionné, beaucoup moins bien qu'en 93. En 93, c'était colossal. La moitié des pertes d'emplois salariés privés de la crise de 93 ont été amorties par des créations nettes d'emplois publics. Donc là, aujourd'hui, en 2009, et pourquoi on ne peut pas continuer après tout à créer des emplois publics non, vous avez aujourd'hui, alors moi je vois Stiglitz, Krugman, son économiste dit il faut y aller, il faut dépenser. Bon, d'abord, il roule pour Obama, donc c'est pas vraiment les situations françaises. Le problème, il nous dit en 29, c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Le problème, c'est que en 29, quand on relançait de façon keynésienne, on avait de quoi développer la production. Aujourd'hui, on a un problème en plus de compétitivité. Le gros problème de la France, c'est pas la dépense des collectivités locales, c'est le problème de la compétitivité. Alors, voilà. Et il faut, pour terminer ce point précis, il faut faire un distinguo entre la question de la dette et de la dépense publique dans les régions et celle dans les départements. Alors là, il y a un vrai distinguo à faire. Vous dites, au fond, les départements, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut et aller, mais enfin, ça se tient plutôt pas trop mal. Enfin, je parle sous le contrôle de Philippe Bagnères qui me surveille de loin et de près. Et il y a les régions qui, elles, sont, quoi qu'il arrive, extrêmement pauvres et qui, plus est, ont un état de finances détestable. Il y a évidemment un audit nécessaire sur l'ensemble des dépenses publiques, y compris les dépenses des collectivités, y compris des départements, bien sûr. Il n'empêche que le sujet principal aujourd'hui, l'urgence, ça n'est pas de ce côté-là. Ça a été dit par Claudie Le Breton tout à l'heure. C'est vrai, il y a un rapport du Sénat qui le montre très bien. L'endettement des collectivités locales, il est plat. Et des départements particulièrement. Mais les impôts locaux, alors, Philippe Bagnères fronçait les sourcils tout à l'heure. Alors peut-être qu'on peut engager le débat avec Claudie Le Breton, vous intervenez quand vous voulez, bien sûr. C'est un sujet évidemment complexe et effectivement il y a beaucoup d'hétérogénéité et dans les situations et dans les comportements des élus. Cela dit, si vous prenez en grande masse les agents territoriaux, les régions, les départements et les communes, vous constatez, alors pardon pour être poujado un court instant, et puis après on essaiera de raisonner raisonnablement, j'allais dire, mais il y a malgré tout un vrai problème de dérive de l'emploi public qui a augmenté dans des proportions considérables. Le temps de travail des agents des collectivités locales est très nettement inférieur au temps de travail des autres Français. L'absentéisme dans les collectivités locales est colossal. On est à plus de 21 jours, je crois maintenant, en moyenne par an. Il faudrait vérifier, mais l'ordre de grandeur, c'est 3 ou 4 fois plus que le reste du pays. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que des gens qui servent à rien et qui sont trop payés et qui ne sont jamais là. Je suis en train de dire qu'il y a tout de même une atypicité de cet emploi-là, dans sa quantité, dans son absentéisme, etc. Alors, la difficulté, c'est que c'est très difficile de juger. On aurait dû commencer, je crois, notre débat par là, parce que, comme vous le savez, dans les autres pays, les collectivités, elles sont jugées tout de même par des citoyens qui votent, qui ne votent pas. C'est la question de la transparence. Aujourd'hui, vous recevez une seule feuille d'impôt où il y a toutes les régions. Vous ne savez pas qui fait quoi. Les compétences sont enchevêtrées. On ne sait rien. Et donc, vous avez des élus qui vous disent en période de crise, heureusement que je suis là, sinon ce serait pire. C'est très difficile de dire le contraire quand on voit même pas ce que ça coûte. C'est surtout qu'il y en a certains qui ne sont pas des élus. Le conseil territorial n'est pas un élu. Alors en plus, maintenant, on a des structures qui sont dans nos territoires. Donc il faut arrêter de nous raconter des histoires. Par exemple, les transferts non financés. Moi, je veux bien, mais à partir du moment où vous levez des impôts, il est quand même assez naturel que vous ayez des dépenses qui ne soient pas couvertes par l'État, ou bien alors il n'y a pas de collectivité locale et il n'y a pas d'autonomie. Donc on est en train de nous faire croire que les collectivités sont des victimes, alors qu'à mon avis, elles ne le sont pas du tout. Allez, Claudie Le Breton. Je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure, les départements qui assument toutes les politiques de cohésion sociale, 34 milliards d'euros sur 70 milliards d'euros de budget, il y a une impasse de 6 milliards. Comment avons-nous fait? Parce qu'en même temps, les recettes de fiscalité pour les départements ont été divisées par 2.
elles représentaient 34% des budgets lorsqu'il y avait la taxe professionnelle. Elles ont été ramenées à 17%. Nous n'avons plus que le foncier bâti comme impôt local. Nous avons les droits de mutation qui sont très liés à la situation économique et immobilière. Et qui vont baisser quand l'immobilier baissera. Et qui ont baissé de 3 milliards d'euros sur 7 milliards de recettes en 2008-2009. Non, j'ai les chiffres. Ça a remonté depuis. Hein, mais... Oui, mais c'est reparti parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de plonger de nouveau. Donc il faut bien qu'on fasse de l'économie. Moi, je suis d'accord avec Brice Couturier tout à l'heure. Il faut que les collectivités arrivent à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement. C'est extrêmement déterminant. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de développer de l'investissement et de l'investissement économique. Moi, je suis dans 75% de l'investissement public aujourd'hui est le fait des collectivités territoriales. Voilà. Il faut quand même le souligner, l'État n'investit plus dans ce pays. Voilà. Donc 45 milliards sur 58 milliards d'investissement de l'État, dont 8 milliards d'investissement militaire. Donc c'est un levier extrêmement important. Souvenez-vous du plan de relance de 2009, où nous avons pu récupérer 2 fois la TVA en une année. Ça constituait au bout du compte 0,5 de point de croissance pour le pays en matière d'investissement public. C'est énorme. Et aujourd'hui, moi je vois, Laurent Davezier en a parlé, en Bretagne, le département des Côtes-d'Armor fait 600 000 habitants. Nous devions perdre des habitants à la fin du siècle dernier. Nous en avons gagné 60 000, dont 73% ont moins de 35 ans. Pourquoi un département de cette importance, d'un seul coup, a un grand flux de population ? C'est parce que nous avons développé un certain nombre d'entreprises autour du numérique, des start-up, des petites entreprises, de TPE, de services publics, avec des petites aides qui ne sont pas énormes. Un créateur d'entreprise, c'est 3 000 € pour constituer son entreprise et pour lever des crédits au niveau des banques. Je crois qu'il y a aussi de l'imagination, parce qu'on parle beaucoup de l'industrialisation du pays. Elle est importante. Mais 97% des entreprises françaises sont constituées par des PME. C'est aussi la réalité de notre pays. Je crois qu'il faut prendre en compte cet aspect dans le développement économique de nos territoires. Vous dites qu'il faut faire un effort d'économie, mais est-ce que dans la configuration de l'actuelle décentralisation, c'est possible ? Est-ce que vous n'êtes pas trop nombreux à décréter, à déclarer vouloir faire des économies chacun dans votre coin? Et vous avez des maires, enfin je ne vais pas reprendre le millefeuille, et vous savez bien, et puis chaque fois qu'on essaie de faire en sorte que le millefeuille soit un petit peu moins nombreux, en fait on crée une structure intermédiaire qui elle-même crée sa propre administration. Donc comment est-ce qu'on peut parvenir à faire des économies dans la configuration actuelle? C'est possible. Sans rien changer, sans rien enlever. Je vais prendre 2 exemples. Claudie Le Breton. Sur un territoire, on va dire, régional, l'espace géographique d'action des collectivités. Vous avez des offices du tourisme, vous avez des pays touristiques, vous avez un comité départemental du tourisme et un comité régional. Moi, je dis, mutualisons, faisons une seule structure. Mais pour personne ne veut lâcher le sien, vous savez bien. Sur ce que disait Brice Couturier tout à l'heure, sur les compétences économiques, tout le monde a des agences, mais faisons une seule agence, avec des agences départementales. Gouvernées par qui ? Gouvernées par les élus, avec une nouvelle gouvernance partagée. La région, le département, la commune, c'est ça le problème, c'est que chaque petit baron veut garder sa petite agence. Mais ce que je propose... À son niveau. Monsieur Couturier, si demain il y a une seule structure de développement économique du territoire régional pour la qui région, intervient, voilà, mais qui est dans une gouvernance partagée entre les départements, la région et les collectivités, je veux dire, les choses iront beaucoup mieux. Et non mais moi je vous entends et vous avez certainement raison, on peut sûrement faire mieux. Quand on voit qu'en Auvergne il y a 30 structures, on se doute bien que ce serait sans doute plus efficace s'il y en avait moins. Le problème c'est que quand on raisonne en dynamique, souvent vous dites, les élus disent, et je vous fais toute confiance monsieur, je crois que vous êtes de bonne foi, mais les élus disent, il n'y a qu'à rapprocher tout ça. Généralement ça ne supprime pas beaucoup de coûts, ça alourdit en bureaucratie. Il faudrait simplement réduire, limiter le nombre d'emplois, cesser de recruter et peut-être faire bouger vos agents de telle manière qu'on pourvoit à des besoins qui existent et pas aux besoins d'hier. Moi je crois que vous avez un problème collectif considérable qui tient pour partie à un clientélisme naturel. Il n'y a rien de plus agréable que de faire plaisir à ses administrés en recrutant localement, mais pas seulement, j'en conviens volontiers, vous avez certainement de grandes ambitions. Le problème c'est qu'au total tout ça nous coûte très cher en emploi public dont l'utilité honnêtement d'un point de vue économique et même d'un point de vue social est devenue très contestable à la marge. On ne peut pas continuer à dire que pour sauver l'humanité il faut créer des emplois publics, ça ne marche plus et je crois que plus personne n'y croit. Claudie Le Breton et puis Laurent Davezier qui attend la parole. Claudie Le Breton, je vous en prie. Il y a des territoires qui se vident en plus. Aujourd'hui, les administrations des collectivités, ce qu'elles font pour l'ensemble de nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Est-ce qu'une administration d'État décentralisée ferait mieux ? Le succès de la décentralisation repose sur une chose, c'est que le patron, il est à côté de son administration et qu'il y a une grande réactivité. Moi, quand je discute avec des patrons, je vois, j'ai visité plus de 500 entreprises dans mon département. Je discute souvent avec les patrons de mon département. Et quand on parle d'absentéisme, il me dit, mais dans les entreprises, monsieur Breton, on a les mêmes problèmes que dans les services publics. C'est pas ce que dit la statistique nationale. Il y a des absentéismes. Et c'est aussi à nous de faire le ménage dans nos administrations. Parce que je vais vous le dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos territoires ? Nous, on est au bord de l'explosion sociale dans un certain nombre de territoires aujourd'hui.
Il faut savoir ça. Il y a une grande souffrance au travail dans le secteur marchand, mais aussi dans le secteur public. Je veux dire, aujourd'hui, tout cela n'est pas imperméable. Et nous, on est en train de construire des budgets. C'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai une impasse aujourd'hui de 30 millions d'euros sur 600 millions d'euros. Il va falloir que je trouve des solutions. Et je taille partout pour essayer de maintenir, quelque part, le service public et de maintenir l'investissement à un haut niveau pour les entreprises. Allez demander à la Fédération des travaux publics d'où viennent notamment les commandes pour l'emploi. Allez demander à la Fédération nationale du bâtiment d'où viennent les emplois. Donc il faut trouver, c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, je le confesse volontiers, mais il faut qu'on trouve cet équilibre entre l'investissement des entreprises et les investissements publics. Laurent Davzy. Oui, enfin, en un mot. Moi, je passe ma vie dans des réunions, on a ce genre de discussion depuis des années. Il y a d'un côté des deux closets qui vous expliquent tout le gaspillage qu'on peut trouver au niveau local, de l'autre côté des gens qui ont d'excellents arguments pour défendre la décentralisation. Le problème, c'est qu'on arrive à 30 ans de décentralisation, on n'a pas encore le bilan un peu sérieux, serein. Ah oui, on a 30 ans, là. Il y a évidemment des choses extrêmement positives. La Cour des comptes l'a dit, l'aide sociale gérée par les départements, c'est mieux que gérée par l'État. Mais il y a aussi des choses qui dysfonctionnent complètement. On n'a pas ce point, on n'a pas cette espèce d'évaluation finale, alors que dans 2 ans, ça sera 30 ans de décentralisation, il faut qu'on le fasse, évidemment. Attendez, je vais juste vous citer, parce que c'est passionnant. Laurent Davzy écrit « En dépit de demandes réitérées des parlementaires, l'administration n'a jamais produit de comptabilité territoriale, au moins au niveau régional, des prélèvements et des dépenses publiques et sociaux. » Autrement dit, il y a une opacité voulue en ce qui concerne ces chiffres. Il n'y a réellement pas ça, il n'y a aucune... Moi, je sais qu'il y a un observatoire qui existe de la dépense publique, qui est présenté dans un rapport tous les ans au comité des finances locales, et qui nous permet de voir la réalité. Et puis, je sais qu'il y a eu des rapports de l'inspection générale des finances à plusieurs reprises sur le sujet. Oui, enfin, l'opacité volontaire, je suis pas sûr volontaire. Je pense que c'est parce que ça pose des problèmes très complexes. Mais sur l'État, on sait tout. Sur les régions et les départements, on ne sait rien. C'est étrange quand même. Non, on sait pas tout sur l'État. Non, on sait très peu sur l'État. L'État ignore même quel est son parc immobilier. Donc malheureusement, ça savait tout sur l'État. Non, mais moi je crois vraiment que la combinaison de toutes ces structures est en elle-même destructrice de valeur. Je prends juste un exemple qui est anecdotique, mais je crois symptomatique. J'ai rencontré il y a peu de temps chez un ami commun quelqu'un dont le job me semble délicieux. Il est en charge de la coordination entre les structures de communication des départements constituant la région et la région. Un job formidable d'ailleurs, ils font des réunions tout à fait stimulantes. Mais vous avez donc une personne, il y a tellement de directeurs de communication des collectivités qu'il y a un type qui a été nommé pour arriver à coordonner tout ça, à les faire parler. Honnêtement, on se croirait, on ne sait pas si c'est Jarry, si c'est Kafka, mais c'est insensé. Dans un pays qui a des problèmes de finances publiques, ça n'est pas raisonnable. Ça n'est plus un ami à vous, cela dit, à partir de cette heure-ci, il est 8h36. Est-ce que vous avez trouvé quand même quelques vertus à la démocratie territoriale? Ah, mais je lui en trouve plein. Simplement, je ne trouve pas que la démocratie est d'autant plus efficace et rayonnante qu'elle est dépensière. C'est simplement ça. C'est deux sujets différents. Non, mais on a quand même le sentiment que l'État a fait des sacrifices énormes en matière budgétaire et que ces sacrifices n'ont pas été répercutés au niveau local. Franchement, c'est une impression que tout le monde a aujourd'hui. Monsieur Brice-Couturier, Laurent Davzy l'a rappelé tout à l'heure, l'endettement porté par les collectivités territoriales depuis 1982 n'a pas bougé. Ouais. C'est 9% de PIB. C'est 10% de la dette publique. 160 milliards. Parce que les impôts locaux parce que les impôts locaux ont augmenté entre-temps. Mais que dites-vous du fait que les collectivités territoriales ont embauché plus de 500 000 fonctionnaires nouveaux en 12 ans, tandis que l'État, lui, faisait le fameux un fonctionnaire sur 2 partant en retraite n'étant pas remplacé. On a l'impression que l'État fait de sacrés efforts, encore une fois, et que ce n'est pas le cas des collectivités. Vous voulez que je vous parle des fameuses agences dans lesquelles l'État a transféré des milliers de fonctionnaires d'État, comme les ARS, comme le GNADESEA, pour permettre d'ailleurs à ces fonctionnaires d'avoir plus de revenus qu'ils n'en avaient dans le fonction public de l'État. Je pourrais raconter beaucoup de choses sur le sujet. Sur beaucoup de politiques publiques de l'État ont été transférées à des agences. Les fonctionnaires ont suivi dans beaucoup de cas. Oui, on vous a aussi transféré les fonctionnaires qui allaient avec. Donc voilà. c'est une décentralisation, c'est plus une déconcentration. Enfin, c'est une déconcentration et non pas une décentralisation. C'est-à-dire que c'est les services de l'État qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales pour rapprocher des habitants, ce qui est une bonne idée, mais les fonctionnaires vont avec. Et les crédits aussi, du reste. Oui, mais on fait faire... Claudie Le Breton. Je veux dire, on fait assumer des responsabilités de l'État par des agences. C'est pas tout à fait la même approche, vous en conviendrez. Et aujourd'hui, on voit bien, regardez, la gestion de la politique de santé par les ARS, on est rentré quand même dans une approche totalement libérale de la santé dans notre pays par rapport aux services publics. C'est aussi ça, cette réalité. Hubert Huertas. Vous, les départements de France, vous allez rencontrer le président de la République lundi. On parle d'un acte 3 de la décentralisation. Il va se caractériser par quoi ? Par
une simplification, une plus grande simplification, ou bien on va créer on envisage quoi, une strate supplémentaire? Non, je crois qu'il faut que l'organisation se décline autour de 3 collectivités qui sont inscrites dans la Constitution française. C'est la commune, c'est le département et la région. Nous sommes à un stade où il faut clarifier les compétences. Clarifier les compétences entre l'État et les collectivités, et entre les collectivités elles-mêmes. Et moi, je dirais même que c'est parce qu'il y a crise qu'il faut approfondir la démocratie territoriale. Il faudrait même transférer de nouvelles compétences de l'État à l'endroit des collectivités territoriales. Parce que je le dis, aujourd'hui, tout ce qui a été transféré est assumé avec plus d'efficacité dans les collectivités territoriales. À condition que l'État transfère aussi l'argent qui va avec. Je vais prendre un exemple. Ce qui n'est pas toujours tout à fait le cas. Regardez dans quel état étaient les lycées et les collèges dans les années 80. Regardez aujourd'hui le parc des départements et des régions en matière de collège. Moi, je vais inaugurer dans quelques jours un collège de 500 élèves à moins de 10 millions d'euros, alors qu'il fallait 15 à 17 millions d'euros pour faire un collège de cette importance. Et c'est un collège qui est totalement passif en matière d'économie d'énergie, de préservation de l'environnement. Donc c'est une sacrée performance que nous réalisons là. Et on parlait des allocations aujourd'hui. Si l'État avait dû les payer, il faudrait qu'il paye les 14 milliards d'euros. Et aujourd'hui, ce sont les collectivités départementales qui l'ont assumé. Donc il faut aller encore plus loin en matière de décentralisation. Alors je voudrais vous faire écouter notamment le témoignage d'un de vos collègues. Au fond, Éric Poncet, vice-président UMP du Conseil général du Rhône. Dans le Rhône, il y a du soufflage au sein même de la même majorité UMP. Ceux qui sont pour le projet de Michel Mercier du musée du Confluent à Lyon, qui devrait voir le jour en 2014, soit 14 ans après le lancement du projet par le président du Conseil général Michel Mercier. Le coût a été évalué à 61 millions d'euros en 2000. Il atteindrait désormais les 267 millions, un projet pharaonique que d'aucuns dénoncent. Mais du coup, évidemment, se pose la question, pour le vice-président UMP du Conseil général du Rhône, Éric Poncet, la question de la responsabilisation des élus locaux dans leurs dépenses. Qui sait si vous serez ou non d'accord avec lui, Éric Poncet, au micro de Christophe Payet. Moi, je propose quand même 2-3 petites choses. La première, c'est qu'effectivement, et là ça relève de l'autodiscipline, les collectivités territoriales soient plus attentives et plus sincères dans la détermination de l'enveloppe initiale. Et deuxièmement, je souhaite, et je crois que ça c'est important, que la collectivité territoriale conserve la capacité de renoncer à l'achat si on s'aperçoit que vraiment les prix ont dérivé pour une raison ou une autre, qu'elle soit juste ou moins. Et puis, élément complémentaire d'hygiène démocratique, si je puis dire, je pense que la loi pourrait imposer aux élus, lorsqu'il y a une dérive de plus de X% ou plus de tel montant en valeur absolue, qu'il y ait une information de l'Assemblée délibérante sur le prix réel de sortie de l'objet construit. Et si ça, c'était obligatoire et devant passer en conseil municipal ou en assemblée départementale ou assemblée régionale, je suis sûr que les élus seraient beaucoup plus attentifs parce qu'ils auraient à rendre des comptes. Aujourd'hui, en fait, on fait voter l'engagement d'un chantier, ça c'est très, très valorisé, mais le coût réel des travaux, peu de contribuables le connaissent. Voilà, donc Éric Poncet, vice-président UMP du Conseil général du Rhône. Claudie Le Breton. J'ai cité l'exemple tout à l'heure du collège qui a été construit dans mon département, et là je vais en construire un deuxième. J'ai dit à mes services, vous allez construire un collège de 500 élèves, la dépense maximale sera de 10 millions. J'ai un appel d'offres. Ce sera 8,5 millions. Il faut mettre aussi la pression sur nos services, sur nos ingénieurs, sur les architectes. Et je crois qu'effectivement, c'est plus acceptable quand on fixe un prix d'objectif pour un équipement public que l'on voit au bout du compte que la facture coûte un tiers de plus, qu'elle double au fur et à mesure du temps. Je crois qu'il faut qu'on soit là. Et c'est ça qui fait mal à la démocratie locale. C'est ça qui fait que les journalistes que vous êtes, mais aussi la population, s'interrogent quelquefois sur des dépenses qui ne sont plus appropriées. Et puis aujourd'hui, il faut reconnaître que la France a un niveau d'équipement public qui est de qualité. Et demain, les investissements les plus importants pour le futur, c'est surtout du côté du numérique, c'est-à-dire l'aménagement du territoire numérique. Et ça me paraît pour rester concret, Claudie Le Breton, Laurent Davy,
que faut-il tout de même, puisqu'on voit bien qu'on n'y échappera peut-être pas, que faut-il couper, que faut-il supprimer? L'ancien président de la République disait il faut carrément faire disparaître les départements. D'autres disent aujourd'hui de manière peut-être moins emphatique qu'il faut supprimer par exemple le conseiller territorial, qu'il faut éviter une sorte d'empilement et qu'il faudrait remettre d'ailleurs le département plus devant. Qu'il y a un exemple en Alsace, la seule région d'ailleurs à droite, qui tente aujourd'hui de mettre fin à l'empilement administratif en faisant un conseil d'Alsace qui au fond réunit les deux conseils généraux, Bas-Rhin et Haut-Rhin. Voilà. Est-ce que la question des départements se reposerait, si ce n'est qu'elle susciterait peut-être un tollé très grand dans l'opinion? Qu'est-ce qu'il faut supprimer? Qu'est-ce qu'il faudrait arriver à améliorer sur la coupe? J'ai pas de problème par rapport à cela. Aujourd'hui, la loi qui a été votée sous l'autorité de François Fillon sur la réforme des collectivités, qu'est-ce qu'elle dit? On peut fusionner des communes, on peut fusionner des départements, on peut fusionner des régions, on peut fusionner des régions et des départements. Moi, à partir du moment où la population de ces territoires, à travers un référendum, elle décide. Si l'Alsace a décidé, si la population alsacienne a décidé qu'il faut fusionner les départements, à partir du moment où le vote de la population est significatif, eh bien, respectons la loi. C'est un projet qui va être soumis à référendum en Alsace en 2014. Donc moi, ça me choque pas. Laurent Davy. Oui, alors la question qu'il vous pose, c'est une question importante. C'est une question, on n'a pas d'éléments. Alors, autant j'ai plutôt défendu les positions que Claudie Le Breton vient de développer. Autant, évidemment, dans cette affaire-là, il est jugé parti. Donc, moi, je pense que ce qui nous manque, c'est le président des départements de France. Oui, c'est pas rien. Voilà. Encore que ce soit pas le bon client pour vous, sortez mieux les présidents des régions ou des collectivités territoriales et des intercommunalités qui posent plus de problèmes que les départements. Il y a d'autres émissions. Le problème, ce qui nous manque, c'est on a fait la RGPP, la révision générale des politiques publiques pour l'État. On l'a fait très brutalement. Il faut sûrement l'approfondir et lui donner un caractère plus qualitatif. Il y a un vrai problème d'audit. Il y a un vrai problème d'audit indépendant. Moi, je plaide plutôt pour une espèce d'audit citoyen, pas complètement désorganisé. Et les cours des comptes régionales, on a besoin d'avoir... Oui, enfin... non, mais c'est une question que je pose très naïvement, parce que les cours des comptes au niveau national, on sait beaucoup de choses. Et apparemment, les cours régionales des comptes... Attendez, c'est pas uniquement... S'il s'agit de sortir un chapelet d'anecdotes, comme je viens d'en entendre d'ailleurs depuis un quart d'heure, ça, tout le monde sait faire. Ce qu'il faut, c'est regarder effectivement de façon équilibrée les avantages et les inconvénients, les arbitrages. Il y a des coûts, il faut mettre en regard les coûts et les bénéfices. Évidemment qu'on ne peut pas demander ça au président de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des départements de France, de faire ce travail. Je pense qu'on a un vrai besoin d'une espèce d'un tiers qui vienne effectivement faire cet audit, parce que dans tout ce qui a été dit ce matin, tout est vrai. And so what? Et alors? Donc, et on sait qu'effectivement, on a un vrai problème de réduction de toile. La crise, quand même. On va pas le faire n'importe comment. La RGPP, c'était de la brutalité totale. Il faut qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus sophistiqué, de durable, parce que là, on travaille pour les 20 ans qui viennent. Claudie Le Breton. Oui, Laurent Davy a raison. Je trouve que sur nos territoires, entre l'administration d'État et les collectivités territoriales, il y a encore beaucoup de doublons. Il y a des choses que le préfet exécute. Il y a les mêmes choses qui sont faites par le département. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut donner cette responsabilité à un seul d'entre eux. Je vois par exemple, les préfets ont encore autorité au titre de l'aménagement du territoire sur un fonds d'aménagement. Le département et la région font la même chose. Je crois que demain, il faut transférer ces crédits à une seule autorité. Et à mon avis, en matière d'efficacité, on aura une efficacité qui sera encore plus grande. En tout cas, efficacité, dette, coût, il y a un coût important à tout cela qui ne s'évalue pas en millions d'euros. Laurent Davy, c'est le coût politique qui se répercute, qui découle plutôt même de la situation que vous décrivez dans votre livre. C'est que ce recoupe, évidemment, on le sait, mais enfin, vous l'expliquez d'une façon extrêmement claire et surtout là aussi très peu optimiste, se recoupent les questions de la crise et du coup de la montée de ce que serait, par exemple, de ce qu'est le Front National. Oui, de façon plus générale, les votes radicaux. Je suis pas le premier à le faire. Des gens comme Jacques Lévy ou Christophe Giuly l'ont fait de façon plus approfondie. Moi, j'ai regardé ça effectivement par rapport aux dernières présidentielles. Oui, c'est clair qu'il y a deux géographies qui se ressemblent beaucoup. La géographie des territoires qui sont les plus pénalisés aujourd'hui par la crise, avec des populations qui se sentent complètement délaissées, souvent en périurbain, qui ont le sentiment de ne pas être très bien représentés. Ils ont tous les inconvénients. Ils sont loin des villes, ils ont 2 bagnoles, ils dépendent du carburant, ils payent les traites de la maison, il n'y a pas de HLM chez eux. Ils ont l'impression d'être sur le front du pire de la situation française aujourd'hui, sans avoir les compensations qu'on évoquait tout à l'heure. Les appartenants, ils ne les ont pas, de façon générale. Et en plus,
Moi, j'ai regardé ça de près. Ce sont des petites circonscriptions, hein, où Marine Le Pen est arrivée première dans 6 000 communes en France. C'est beaucoup, hein, sur 36 000. Au premier tour, elle est arrivée première. Quand on regarde ces communes, c'est des petites communes, c'est 800 habitants. Quand on regarde, et ce que j'ai fait, quand on regarde qui sont les élus dans ces territoires, il n'y a pas de personnalité de niveau national. Il n'y a pas de un jeune militant très ambitieux du PS ou de l'UMP qui veut faire de la politique, il ne va pas dans ces territoires-là. Donc c'est des territoires. En revanche, vous avez des territoires où on pourrait imaginer que le Front National explose. Prenons la Seine-Saint-Denis ou Meaux. C'est Copé ou c'est Barthelone. Quand vous avez des personnalités, quand il y a une offre politique, une prise en considération, on contrôle bien ce type de vote. Dans ces territoires qui sont les plus pénalisés, c'est panique à bord, y compris du point de vue de l'offre politique. Et donc, on voit ça monter de façon extrêmement inquiétante. Et je dirais, c'est le vote Front National, mais c'est de façon plus générale l'ensemble des votes radicaux qui vont nous mettre dans le mur, vu le poids qu'ils sont en train de prendre dans les élections. Claudie Le Breton. Oui, je pense que les votes radicaux, ça traduit bien une crise qui est beaucoup plus profonde que la crise financière, économique et sociale. C'est la crise du sens. C'est-à-dire aujourd'hui une totale absence de confiance progressivement qui s'est installée dans notre pays et dans les autres pays d'Europe, dans notre capacité collective à régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. J'ai envie de dire, c'est l'absence de confiance à l'endroit de la politique. C'est-à-dire la politique, c'est qui fait notre organisation de notre vie sociale. C'est des règles qu'on se donne et dans lesquelles il faut mettre là aussi les citoyens. Et je pense que cette crise, elle est extrêmement profonde. Elle se traduit effectivement par un certain nombre de blocs radicaux partout en Europe. Et on la trouve même d'ailleurs dans certains territoires du monde. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec la montée des Tea Party, même si c'était peut-être d'une autre origine. Très vite, un mot de très court, parce qu'on arrive rapidement. Effectivement, la politique, c'est d'abord des mots. Quand je dis ça à mes étudiants, ils tombent par terre parce qu'ils pensent que la politique, c'est des actions. Non, c'est des mots et des actions. C'est donner du sens. Justement, il y a une absence de mots et de sens dans ces territoires qui sont en train de partir politiquement. Hubert ? Je vais vous poser une question à propos d'un territoire en France, mais cette affaire est emblématique. Que pensez-vous de ce qu'a décidé de faire l'État dans la région marseillaise? On avait là-bas des territoires qui, pour des raisons bien souvent d'égoïsme local, refusaient de s'entendre. Et l'État a décidé de reprendre la main et d'imposer une métropole à des communes, à des territoires qui n'en voulaient pas. Et chacun une réponse, mais courte. Hein, pardon. Alors, Laurent Lavie. Donc, on a une sorte de recentralisation. Oui, c'est intéressant, c'est bien. C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire tout le monde rentre, les 7 ou 8 intercommunautés sont fondues dans une seule communauté urbaine. C'est plus compliqué. Ce sont des territoires qui sont extrêmement différenciés. C'est des territoires qui sont morcelés, mais avec beaucoup d'avantages. Chacun a sa place à Marseille. C'est une métropole où les pauvres sont au centre-ville, où il y a un endroit pour l'industrie, il y a un endroit pour habiter pour les bobos. Et la question qui va être posée, c'est Laurent Théry, le nouveau préfet de Metz, qui va être posé, c'est d'organiser ça. C'est pas forcément une seule tête, d'une espèce d'organisation jacobine. C'est comme ça qu'on le ressent, hein, que les gens le ressentent comme ça que ça se fera. Sur place. Et ici au poste, très fortement, ils mettent tout en place pour que le projet du gouvernement ne se fasse pas. C'est pas ce projet-là. Claudie Le Breton. Moi, ce projet me va tout à fait. Pourquoi ? Quand il y a un moment de crise, quelle qu'elle soit, là, de sécurité et de sa mise en œuvre, il est tout à fait légitime que ce soit l'État qui est le grand arbitre, qui est l'arbitre suprême, qui doit prendre les décisions pour les collectivités territoriales et pour la population locale. Ça ne peut pas être autrement. S'il n'y a pas déjà quelqu'un qui est garant de l'autorité, de la sécurité dans notre pays, de l'égalité territoriale, eh bien, c'est l'État lui-même. Et à un moment donné, c'est à lui, quelque part, j'ai envie de dire, de siffler la fin de la partie et de prendre les décisions.